Le 11 février 1990, Nelson Mandela quittait la prison du Cap et deviendra le premier président noir de l'Afrique du Sud post-apartheid. Si malgré les divisions, son parti l'ANC est toujours au pouvoir, que reste-t-il de la nation arc-en-ciel rêvée par Mandela? Jacqueline Derrins, bonjour. Bonjour. Quel souvenir vous gardez de ce 11 février 1990? Oh, un moment d'émotion intense. Je crois que comme beaucoup, j'ai pleuré parce que c'était tellement difficile la situation en Afrique du Sud. Enfin, bon, moi qui étais militante anti-apartheid, nous étions peut-être un peu plus au courant que, disons, les gens qui suivaient simplement à la télévision, à la radio. Et on appréhendait le moment, on savait qu'il allait sortir. Mais quand il est sorti, on a dit, ça y est, il est sorti. Il est sorti de prison et c'était un moment d'intense bonheur. Et peut-être, comme quand il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, on est un peu sur un petit nuage. Donc on imagine qu'une fois que notre héros était sorti de prison, eh bien, les choses allaient vraiment changer. Et radicalement. Alors, Ouais. ce 11 février 1990, il y a une image qui a fait le tour du monde, c'est celle de Nelson Mandela et de Winnie Mandela, le poing levé. Oui. Une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique du Sud était en train de s'écrire avec deux acteurs, Mandela et Frédéric de Klerk. 30 ans plus tard, après ces trois présidents qu'a connu l'Afrique du Sud, donc Thabo Mbeki, Zuma, Zuma. et puis aujourd'hui Cyril Ramaphosa, lequel des trois, selon vous, a conservé ou entretient l'idéal de Mandela? C'est difficile à dire. Alors, il y a vraiment un président qui vraiment n'a pas du tout respecté l'idéal de Mandela, c'est quand même Jacob Zuma, parce qu'en Afrique du Sud, on qualifie les 9 années où Zuma était au pouvoir d'années perdues. Donc ça en dit long, les années perdues. Voilà, Cyril Ramaphosa, je pense, puisqu'il était, en fait, c'était lui peut-être dans ses... C'était le choix de Mandela en 99. C'était le choix de Mandela tout de suite. En 99, c'était vraiment son dauphin. Et d'ailleurs, il y a des photos où on voit Cyril Ramaphosa, qui à l'époque était barbu, en photo à côté de Mandela à la mairie du Cap, à ce fameux discours. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir qui est mis avec la présidence de Cyril Ramaphosa. Seulement 9 ans perdus, ça ne se rattrape pas facilement. Le contexte mondial n'est pas facile non plus pour Cyril Ramaphosa. Et au sein de l'ANC, il y a quand même des factions, en particulier ceux qui sont toujours pro-Zuma, qui, évidemment, ne vont pas lui faciliter la tâche. Alors que là, il va avoir ce discours, je crois que c'est aujourd'hui, qu'il y a le discours sur l'état de la nation que va faire Cyril Ramaphosa. Et on l'attend au tournant, parce qu'il a des défis énormes à relever. Déjà, des problèmes économiques. L'économie est complètement vacillante. Il faut relever l'économie. Il faut, et c'est ça le problème numéro un, créer des emplois avec presque 30% de chômage, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas d'espoir en Afrique du Sud de trouver un emploi, c'est-à-dire de vivre. Dans un pays qui est pourtant la première puissance économique du continent. Absolument, absolument. Et donc là, effectivement, il y a ce problème du chômage massif à relever, des créations d'emplois, redresser l'économie. Il y a un problème énorme à régler, c'est Eskom, la compagnie nationale d'électricité, qui est au bord du gouffre financier, qui a été... South African également, la compagnie... La compagnie aérienne qui a un peu les ailes coupées, si je puis me permettre cette image. Enfin, tout ce qu'on appelle les entreprises publiques ont été mises à sac par une bande d'escrocs, je ne vois pas comment on pourrait les qualifier autrement, qui s'en ont mis plein les poches, ne sont pas occupés du tout de la population sud-africaine. La population sud-africaine qui massivement a voté ANC quand même.
qui est toujours... Et qui a toujours confiance dans l'ANC. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps cette population qui a fait confiance à l'ANC, qui a salué la sortie de prison de Mandela comme l'événement de leur vie, qui a beaucoup d'espoir, tout ça repose sur les épaules de Cyril Ramaphosa aujourd'hui. Et je pense qu'il a une tâche énorme. Est-ce qu'il pourra le faire ? On ne peut que lui souhaiter que d'au moins d'amorcer un relèvement de l'économie sud-africaine et surtout de donner des réponses concrètes à ceux qui souffrent encore aujourd'hui de l'héritage de l'apartheid. Et qui avaient pensé que l'arrivée au pouvoir de l'ANC allait tout changer. Évidemment, on est toujours un peu naïf. Hein. Alors, les hommes au sein de l'ANC ont mené le combat contre l'oppression blanche, mais les femmes noires, les femmes blanches, les femmes indiennes n'étaient pas en reste. Est-ce qu'elles ont été payées à la hauteur de leur engagement ? Oui, les femmes ont été très actives dans la lutte contre l'apartheid et c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez parce que combien de femmes sont allées en prison ? Peut-être pas 27 années, mais ont été en prison. Combien de femmes ont été en cellules isolées, à l'isolement pendant, je crois que c'est Albertina Sisulu qui a été presque une année en prison à l'isolement, alors qu'elle avait ses enfants qui vivaient comme ils pouvaient. Voilà, est-ce qu'on parle de Albertina Sisulu? Est-ce qu'on parle de Ruth First, qui elle a été assassinée à Maputo? Est-ce qu'on parle de Dulcie September, qui a été assassinée à Paris hein, devant la porte de son bureau par un tireur, par un tueur à gages? On ne parle pas assez de ces femmes. Et ça, ce sont les femmes, disons, les plus connues. Des héroïnes politiques, comme vous dites dans votre livre. Mais alors, il y en a une que vous ne citez pas. Et c'est assez curieux, c'est Winnie Mandela. Pourquoi ? Je l'ai fait un peu délibérément, parce que je pense qu'il faudrait écrire un livre sur Winnie Mandela, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Winnie Mandela, parce que je pense que personne ne peut lui reprocher ce qu'elle a vécu. Cette jeune femme qui se retrouve seule avec 2 enfants, qui a été harcelée par la police, etc. Bon, simplement, le problème avec Winnie Mandela, c'est que peut-être elle n'a pas été toujours très bien conseillée, qu'elle a peut-être, à un moment donné, pensé qu'elle pouvait tout se permettre parce que c'était la femme de Mandela. Je pense c'est là où elle a perdu un peu les pédales, je dirais. Et bien sûr, il y a quand même l'assassinat de ce jeune garçon, Stompie, qu'on ne peut pas comme ça passer aux oubliettes de l'histoire. Donc, la personnalité de Mandela, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui était une femme forte, qui vous impressionnait. Hein, vraiment, on était impressionnés quand on voit la stature. Ouais. Et puis, voilà, j'étais très impressionnée. Je ne vois pas au nom de quoi je lui reprocherais quoi que ce soit, parce que ce n'est pas à moi de le faire, de toute façon. Moi qui suis française, bien au calme chez moi, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Et je pense qu'il faudrait un livre pour explorer. Alors, il y en a des livres, hein, il y a les Sud-Africains en ont fait, mais je pense, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas voulu citer Mandela, parce que je me suis dit... Parmi les héroïnes politiques. Ça va être... Voilà, je ne veux pas, en 2 pages... Mais à vos yeux, elle en est une quand même. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, malgré les lois prises pour gommer les inégalités, hein, elles demeurent et les femmes payent toujours le prix le plus fort. Est-ce que la nation arc-en-ciel est un mirage? Je pense que d'une certaine façon, ça a été un peu un mirage. Parce que, alors, les femmes, justement, elles, comme vous disiez tout à l'heure, les femmes se sont battues contre l'injustice du système d'apartheid. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur lutte, c'est que bien avant c'est Desmond Tutu hein, qui a eu cette idée de la nation arc-en-ciel, ce qui est une belle image, bien sûr. Mais je pense au mois d'août 1956, quand les femmes de la Fédération sud-africaine des femmes ont marché sur Pretoria pour protester contre le port des passes. Ce n'étaient pas les femmes noires, c'était les femmes noires qui étaient victimes. Mais il y avait des femmes blanches, des femmes indiennes, des femmes métisses qui toutes ensemble sont allées, c'était quand même
un exploit en 1956, au plus fort de l'apartheid, réunir 20 000 femmes devant le gouvernement à Pretoria pour protester contre une loi injuste. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, dans la vie quotidienne, toutes les femmes sud-africaines se battaient contre l'injustice. Je pense à, bien sûr, à Hélène Joseph, qui était une femme, était anglaise, qui était née en Angleterre, qui est arrivée en Afrique du Sud et qui a découvert l'injustice de l'apartheid et qui a dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je pense aux femmes du Black Sash, qui était une organisation de femmes blanches qui ont protesté, elles, non pas contre les lois injustes qui les touchaient, puisque ça ne les touchait pas, elles, mais quand le gouvernement a voulu réformer la Constitution et qu'elles ont eu peur qu'on touche aussi finalement par ricochet à leur droit de vote qu'elles avaient, elles, depuis longtemps. Ouais. Donc oui, non, je pense que parler des femmes sud-africaines, c'est vraiment parler de l'histoire d'Afrique du Sud. Alors, des inégalités qui s'expliquent en partie par la violence qui caractérise la société sud-africaine. 57 morts violents tous les jours en Afrique du Sud. C'était le cas en 2018. Et une fois de plus, les femmes sont les principales victimes. Jusqu'ici, aucun gouvernement sud-africain n'a réussi à enrayer cette violence. Est-ce par incapacité ou un manque de volonté? Non, pas par incapacité. Je pense que, pour ne pas avoir un tableau quand même trop négatif, il y a beaucoup de lois qui ont été passées avec le gouvernement et de Mandela et ensuite. Non, par exemple, il y a le droit à l'IVG en Afrique du Sud. Il y a des lois qui visent à établir une égalité au niveau des salaires. Il y a plein de lois qui sont passées. Je parle de la violence que subissent les femmes sud-africaines au quotidien. Mais moi, je pense que ça plonge dans l'histoire sud-africaine. Il faut quand même pas oublier qu'il y a eu 300 ans de colonisation, 50 ans d'apartheid. Ça fait quand même beaucoup, où l'on vous met dans la tête qu'une femme noire, de toute façon, ne vaut rien. J'ai toujours cette image, vous savez, au temps de l'apartheid, il y avait la peine de mort qui a été abolie, bien sûr, avec le régime démocratique, mais on n'a jamais pendu pour viol ni un homme noir, ni un homme blanc pour le viol d'une femme noire. Parce que dans une société où vous mettez les gens dans des cases, vous mettez tout en haut de l'échelle, le tiroir d'en haut, vous mettez l'homme blanc qui a tous les droits, et tout en bas, vous mettez la femme noire qui ne compte pour rien. Donc, cette violence, elle se répercute aujourd'hui. Et je pense que, bien sûr, quand on pense au nombre de viols, au nombre de femmes agressées, c'est terrible. Mais je crois que ça puise, cette violence quand même est une violence héritée de l'apartheid. Et qu'aujourd'hui, avec les problèmes économiques qu'il y a, évidemment, ça ne fait... Là où vous avez violence quand même, vous avez aussi malheureusement un terreau de pauvreté qui alimente cette violence. Jacqueline Derrins, merci. Merci.